Ok, allô. Comme tu l'as dit, je viens au CIFEL pour vous montrer des choses qui ne sont pas encore super stabilisées. Donc, c'est une étude qu'on est en train de faire et vous êtes les premiers à entendre donc, des résultats très préliminaires. Et j'ai pris cette opportunité parce que j'ai envie de vous parler de pouvoir et de collaboration au sein d'une équipe de développement de jeux vidéo. Donc, le contexte, c'est qu'on fait une recherche qui est financée par le CRSH, un développement savoir, et c'est avec Dave Aoui et Jocelyn Benoît, qui sont eux aussi professeurs à l'école NADUCAC. Et Dave est spécialiste plutôt artiste 3D et Jocelyn Benoît est programmeur. Et la recherche a pour objectif général d'explorer le processus collaboratif interdisciplinaire de développement de jeux vidéo. Donc on a 3 disciplines centrales, design de jeu, c'est moi, art numérique, c'est Dave, et programmation, c'est Jocelyn. Et on veut comprendre comment la juxtaposition de disciplines, donc multidisciplinarité, va faire que les gens vont être amenés à collaborer, à échanger et à augmenter chacune des disciplines, ce qu'on appelle plutôt de l'interdisciplinarité, voire de la transdisciplinarité. Et notre problématique générale, c'est qu'en fait, on remarque que les entreprises canadiennes sont activement à la recherche de candidats possédant des compétences techniques, mais également personnelles. Donc cette multidisciplinarité, pour qu'elle se transforme en interdisciplinarité, ce n'est pas tellement des compétences techniques, elles ne vont pas suffire. Et en fait, ça va être plus les compétences interpersonnelles. Donc les jeux vidéo sont conçus et développés dans un cadre concerté et multidisciplinaire. Et ce qu'on va chercher, c'est des travailleurs ayant d'excellentes compétences sociales, technologiques et cognitives. Vous voyez que social, là, arrive même en premier. Sauf que quand les gens font des recherches là-dessus, généralement, ils ne viennent pas du milieu du jeu vidéo. Et il y a un gros obstacle, c'est qu'ils ne comprennent rien de ce qui se passe. Et pour être fair avec vous, même moi qui développe des jeux vidéo genre tous les jours, il y a des moments quand je suis dans des réunions avec des développeurs sur un projet que je ne connais pas, je suis comme, mais qu'est-ce qu'ils font? Donc vous êtes priés, si jamais à un moment je pars un peu trop dans mon monde, de me dire genre, Laureline, on ne comprend plus rien. Donc pour cette conférence, en fait, j'ai vu l'opportunité de me poser la question, mais comment s'articule le pouvoir au sein d'un projet de développement de jeux vidéo? Mais nous, on regarde la collaboration. Donc, collaboration et pouvoir, c'est sûr que c'est lié, d'accord? Mais je ne suis pas une spécialiste des cadres théoriques sur le pouvoir. Genre, je n'ai pas lu Foucault. Donc, qu'est-ce que j'ai pris comme cadre théorique pour aujourd'hui? En fait, je suis dans le cadre théorique de notre étude. Donc, on a une approche constructiviste, pragmatiste de la conception du jeu. Et ça vient des disciplines du design. Des disciplines du design, ça ne veut pas dire juste design de jeu, ça veut dire tous les gens qui conçoivent des trucs, des chaises, des bâtiments, des voitures, des apps, etc. Et moi, je suis spécialiste de Dewey, donc j'y vais avec l'approche pragmatiste du pouvoir. Je voulais trouver une bonne quote qui résume un peu pourquoi je m'intéresse à ça. Elle vient de Louise Carlier, qui s'appuie sur les deux personnes qui sont généralement citées sur les approches pragmatistes du pouvoir. C'est Jean-Louis Genard et Fabrizio Cantelli. Et en fait, un grand reproche qui est fait à Dewey, généralement, c'est qu'il n'a pas de théorie du pouvoir. Et ces deux gars-là ont dit, genre, s'il y a une théorie du pouvoir implicite, parce qu'il n'y a pas le choix dans la vie. Donc, les modèles sociologiques de type pragmatique, donc ceux que je vais prendre, ils appréhendent le pouvoir pas comme une topographie, donc il n'y a pas d'idée de en haut, en bas, de hiérarchie. Moi, je vais vous avoir fait un petit organigramme, et vous allez voir qu'il ne va pas marcher. Ni comme un jeu stratégique. Donc, ce n'est pas tellement des alliances, des ressources, des forces, des coalitions, etc. Il privilégie non pas l'identification du pouvoir des acteurs au singulier, mais bien l'économie de la variété des pouvoirs des êtres engagés au travers de leur capacité à agir. Ça veut dire quoi? Le pouvoir, c'est une capacité d'action. Donc le pouvoir renvoie à la puissance d'agir du sujet qui elle-même se définit de manière interactionnelle en fonction de la constitution des capacités en situation. C'est ça que je vais essayer d'illustrer avec mon cas, que comment le pouvoir, en fait, c'est pas ce que je pensais que c'était. C'est quoi la méthodologie générale de l'étude? On est dans une approche ethnographique de tradition anthropologique. Ça veut dire que, globalement, on est allé traîner dans des entreprises de jeux vidéo vraiment longtemps. On a eu 3 entreprises. Alors, elles sont anonymisées. Et mon défi ce matin, c'est de ne pas dire le nom des gens, puisque moi, je les connais et que j'ai traîné avec eux. C'est important que ça soit anonyme, c'est pour que les gens puissent nous parler, puis se sentent à l'aise. C'est une observation non participante, donc je ne suis pas designer de jeu sur le projet, etc. Mais c'est déclaré, c'est-à-dire que tout le monde sait pourquoi je suis là et tout le monde peut venir me parler. On a fait ça dans les studios et en ligne. Le premier cas, on n'avait pas trop géré le en ligne, et bien sûr, il y a eu une pandémie, donc en fait, le en ligne était pas mal plus important que prévu. Mais on a vu plein de choses, donc des réunions, des playtests, etc. On avait le droit de faire des enregistrements audio et vidéo, de prendre des notes, journal de bord, etc. Sauf que faut tout anonymiser, donc en fait, je ne peux pas vous montrer tant de choses que ça. Mais tu verras, le cas est quand même très représentatif. Et les studios, pas le premier encore une fois, mais le deuxième et le troisième, nous ont donné accès à la documentation parce que c'est aussi quelque chose pour le premier, on n'avait pas prévu à quel point c'était utile
d'avoir accès au planning, aux présentations, au wiki interne, au chat, au Discord, Slack, etc. On a fait des entrevues semi-dirigées planifiées, donc avec au moins une personne de chacun des corps de métier, puis des entrevues ad hoc. Ça veut dire on sort de réunion, puis je demande à quelqu'un, j'ai rien compris, peux-tu m'expliquer ce qui s'est passé? On fait de l'analyse qualitative interprétative, on utilise le logiciel Atlas TI, donc ça c'est assez classique. Notre cas aujourd'hui, je ne vous présente pas les 3 cas. Je vais vous présenter un cas qui est une entreprise de taille moyenne au Québec qui réalise un jeu d'exploration en 3D. Et non, je ne pourrais pas en dire vraiment plus, je suis désolée. Pourquoi je l'ai trouvé intéressant pour vous le présenter ce matin? Parce qu'il est un peu paradoxal. C'est un cas où la collaboration semble vraiment harmonieuse. C'est-à-dire, j'aime bien aller dans le studio, tout le monde est chill, tout le monde est gentil, on a du fun, tout le monde est content de travailler là. Je n'ai pas trouvé une seule personne qui m'a dit qu'il n'était pas content d'être là. Mais le pouvoir, quand je le regardais avec justement les trucs de hiérarchie, etc., il semble souvent bafoué, il semble souvent remis en question, et vous allez comprendre avec le cas que je vais expliquer. Donc, c'est la Strike Team de la Brume, mon cas de ce matin. C'est quoi la Strike Team de la Brume? En fait, au départ, dans cette entreprise, on avait on va dire que le jeu, c'est à peu près 20 personnes. On a une organisation assez classique, un travail par spécialité. Donc, avec, on va dire, cet organigramme-là. J'ai mis le producteur là, j'aurais peut-être pu le mettre à côté du directeur créatif, c'est pas très clair, mais pour ce cas, le directeur créatif était vraiment en haut. Puis, on avait les 3 corps de métier qui, en fait, travaillent donc vraiment chacun avec leur corps de métier. Par exemple, les artistes, ils font leur grooming d'artistes ensemble, donc leur réunion d'artistes ensemble, les designers ensemble, etc. Et ils développent tout le jeu comme ça. Donc, ce qui se passe, c'est qu'en fait, tout doit passer par le directeur créatif, ce qui fait une sorte de mouvement, genre, les artistes font un truc, ils attendent que le directeur créatif valide. Quand il valide, ils disent au directeur créatif d'aller le dire au designer. Ils ne vont pas nécessairement aller parler au designer. Vous voyez, il n'y a pas de petit trait entre. Donc, ça faisait beaucoup genre hop, 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 hop. Globalement, ce n'était pas super efficace. Mais tout le monde aime beaucoup le directeur créatif. Donc, c'était quand même quelque chose qui fonctionnait. Mais si on regardait leur planning que je n'ai pas le droit de sortir, c'était des choses genre sync directeur créatif artiste, sync directeur créatif designer, sync directeur créatif producteur designer, etc. C'est-à-dire vraiment, ils mettaient du temps à se synchroniser tous ensemble. Résultat, pendant que j'étais là, ils se sont rendus compte que ça ne marchait pas et ils ont changé pour un fonctionnement en ce qu'on appelle des strike teams. Vous pouvez appeler ça des cellules, il y a toutes sortes de noms, mais en gros, on va faire d'une plus petite équipe, on va lui donner un plus petit mandat, et sur cette plus petite équipe, on va mettre une personne de chaque spécialité, un artiste, un programmeur, un designer, par exemple. Donc, ça a été fait en septembre 2023. Et donc, ça disait, donc les objectifs de tout ça, c'était de principalement mieux diviser les responsabilités, ainsi que de favoriser l'autonomie de tout le monde. Diminuer le nombre de rencontres aussi, et laisser plus de temps pour la collaboration créative, en ayant des objectifs moins complexes, plus clairs et moins nombreux. Par exemple, faire de la brume. En donnant plus de place à ces objectifs, le but, c'est que vous ayez plus d'autonomie, plus de pouvoir dans ce que vous faites. Donc, la Strike Team de la Brume, c'est 3 personnes qui ont le pouvoir sur, globalement, faire un fog of war dans un jeu en 3D. Donc, on veut faire de la brume, on veut que ça cache des trucs, et on a besoin qu'il y en ait un peu partout. Dans cette team-là, il y avait un artiste technique, un programmeur et un level designer. Et on commence le 21 septembre, on a 3 sprints de 3 semaines pour un total de 9 semaines. Et déjà, au départ, ils savaient qu'il y aurait un changement de programmeur prévu après 6 semaines. Ok, mais comment on fait de la brume? C'était ça leur but. La Strike Team se réunit et explore plein de possibilités dès le 21. Le jour où ils disent on fait des Strike Teams, c'est parti. Le directeur technique, qui n'est pas dans la Strike Team à ce moment-là, va écarter le voxel. Va dire, faites pas du voxel, les gars. L'équipe part sur un outil qui, du coup, globalement, va créer des vertex ou franchement des mèches et les connecte ensuite en un gros bloc. Ensuite, on a des textures qui sont appliquées sur les formes 3D créées. Donc, ce n'est pas des voxels, ce n'est pas des cubes qu'on met les uns à côté des autres. C'est genre, ils mettent des formes et ça fait fouch et ça leur fait une sorte de grosse forme. Vous avez une citation du directeur technique. L'idée, c'est qu'on n'arrivait pas à faire un outil de voxel avec les ressources qu'on avait. Lui, il le savait déjà. Puis là, j'ai dit, soit qu'on prend beaucoup de temps à en faire un, ou regardez ce qu'on est capable de faire avec ce qu'on connaît de Unity. Moi, j'avais comme dit, on ne touche plus jamais à des voxels de notre vie parce qu'on ne les connaît pas, on ne les contrôle pas. Là, il y a un peu de foreshadowing, devinez ce qui va se passer. Donc, ils commencent à faire leur outil qu'ils appellent un outil de vertex, par opposition à l'outil de voxel. Donc, le programmeur de la Strike Team commence à développer l'outil. Le but, c'est qu'il soit facile à utiliser par le level designer, donc ils se parlent. Ça se passe plus ou moins bien, l'outil avance, mais en fait, ça ne fait pas vraiment ce que veut le level designer.
Donc à chaque fois, les réunions, c'est comme, ah, j'aimerais faire ça, ah, ok, je vais te coder ça, ah, j'aimerais faire ça, ah, ok, je vais te coder ça. Sauf que le 13 octobre, à la fin du premier sprint, on est un peu en demi-teinte parce que ça fait toujours pas ce que veut le level designer exactement. Et c'est là que, bien évidemment, l'outil de Voxel va revenir. Donc face aux difficultés avec l'outil de Vertex, la Strike Team demande de l'aide à un autre artiste technique qui, guess what, a plus d'expérience en Voxel parce qu'il en a déjà fait. Qu'est-ce qui se passe? Il dit, moi, je vais vous faire un outil de Voxel. Le directeur technique, celui qui est contre le Voxel, là, vous vous souvenez? À ce moment-là, il n'est pas là. Sauf que c'est la fin du deuxième sprint, le 6 novembre. Notez que moi non plus, là, j'étais pas là. C'était quand même le directeur technique. Donc, le producteur va dire, bah, écoute, oui, on va faire le voxel, parce qu'on n'a pas de tool, puis on a un interface technique qui nous dit, moi, je vais te le faire vite, vite, ton truc, ça va régler tous nos problèmes. Puis, il leur faut cette brume-là, c'est important dans le jeu. 24 novembre, fin du troisième sprint, moi, je reviens là. L'outil de voxel n'est pas au point non plus. Donc, ils n'ont pas réussi à faire l'outil de voxel. Puis, le directeur technique revient, moi aussi. Et là, on entend, il y a eu un outil de voxel développé pendant le dernier sprint. Donc, il est assez étonné. Moi aussi, je suis assez étonnée. Je comprends plus rien de ce qui se passe, mais je vois que lui non plus comprend plus rien, donc je suis un peu rassurée. Il y a des discussions, du coup, auxquelles j'assiste entre l'équipe, le producteur et le directeur technique qui viennent remettre en question l'outil de voxel. Donc, le directeur technique nous dit, pour moi, c'était clair que le voxel était terminé, mais c'est sûr, quand tu arrives avec le seul gars, donc l'artiste technique, qui avait à en faire, donc du fog, et qui dit, je peux en faire en 3 jours du fog en voxel. C'est comme, oui, je le prends. Il comprend le producteur. Mais finalement, ça a pris tout son temps. On l'avait de façon limitée sur notre projet. Il aurait pu faire d'autres choses plus cool. Finalement, il a passé tout son temps là et ça a fait 1 an. Son aide précieuse a été gaspillée sur un tool qu'on n'utilisera peut-être jamais. Et c'est ça l'histoire. Et notez qu'il rigole en disant ça, il n'est pas fâché. C'est quand même assez important pour mon affaire de pouvoir. Coup de théâtre final, encore mieux. Donc là, on dit, bon, il n'y a pas d'outils, c'est la merde. La directrice artistique, qui était en congé longue durée, revient sur le projet. Et là, elle les regarde et elle leur explique que c'est elle et son équipe qui vont faire la forme générale de la brume en fusionnant les mèches s'il y a besoin et la rendre belle, qui n'a vraiment pas besoin d'un outil qui fusionne en amont les mèches ensemble, etc. Que elle peut le faire, qu'elle sait faire ça vite et que surtout, elle va faire ça beau comme elle a envie. Donc, les 2 outils servent à rien, en fait, globalement. Ça fait que le tool que l'artiste technique a fait, finalement, probablement qu'on ne l'utilisera jamais. Parce qu'on a trouvé une façon de faire, que c'est la directrice artistique qui va faire des trucs encore plus rapidement, plus beau, plus rapide. Donc, tout ça fait que moi, j'étais un peu surprise, en fait, de ça. Puis, mon premier réflexe a été de dire, OK, mais c'est le producteur qui a dit qu'il fallait faire ça. Donc, qu'est-ce qui s'est passé avec le producteur? Donc, je suis allée interroger les différents gens en leur disant, mais qu'est-ce qui s'est passé dans cette affaire? Et tous les spécialistes ont complètement compris les décisions du producteur. Donc, personne n'était fâché contre le producteur. C'est une analyse plutôt classique, ça aurait pu être « Oh, c'est les producteurs qui mettent leurs pieds à terre quand… Non, ils étaient comme « Non, on a compris sa décision, c'était transparent. Il a pris ça parce qu'il n'avait pas vraiment le choix. » Donc, le premier point sur le pouvoir, c'est que les spécialistes sont assez prêts à partager leur pouvoir. Et donc, ça, c'est le programmeur, pas le directeur technique, qui dit c'est que les producteurs, d'habitude, ils jouent un peu le rôle d'arbitre, puis ils vont trancher sur des affaires qui ne font pas l'unanimité. Puis ils vont, tu sais, mettre leurs pieds à terre à certains moments. Dire, ça, on ne peut pas le faire comme on veut, on va le faire d'une autre façon. Fait que de la même façon que les arbitres, ils se trouvent à être aimés et haïs en même temps, comme on aime les haïr, puis on aime les huer. Mais en même temps, on est conscient qu'ils ont un rôle. Ils ont besoin d'être là parce que sinon, ça serait le chaos. Puis il n'est pas arrivé, je pense, une seule fois encore où je me suis dit, ça aurait pu être mieux réglé, ça aurait pu être plus discuté, ça aurait pu être… Fait que je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont dans leur formule, donc dans ce studio-là, qui fait que ça marche de même. Je n'ai pas encore identifié, mais ça marche mieux que ce que j'ai vécu par le passé. Et donc ça me fait dire, oui, ça marche mieux aussi que ce que j'ai vécu. Donc il y a quand même quelque chose qui fonctionne au niveau du pouvoir, parce qu'ils ont tous respecté sa décision. Moi, j'ai vu personne challenger le fait que, globalement, on s'était planté dans le choix de l'outil. Ce qui fait que la réflexion autour du pouvoir, la vision pragmatiste, je trouvais, était intéressante pour ça. Parce que si on adopte une vision pragmatiste, on comprend le pouvoir comme une capacité d'action. Donc, ce n'est pas une topographie, ce n'est pas genre, il y a ceux qui prennent les décisions et les autres, etc. C'est vraiment genre, qui, à ce moment-là, pouvait prendre une décision, qui l'a fait et pourquoi. Et en fait, tout le monde dans l'entreprise comprend là que le producteur, il a dit, j'ai besoin de l'outil, vous n'y arrivez pas, mon sprint fini, il y a un gars qui dit qu'il peut le faire, on tente. Un autre point qui est super important,
c'est que c'est toujours facile rétrospectivement de dire on aurait dû faire ça. Mais en fait, c'est en fin de sprint qu'on voit les problèmes de collaboration parce que c'est là que les choix sont incarnés dans l'objet qu'est le jeu. Tout ce qu'on va voir avant, les discussions, etc., elles sont belles, mais c'est l'action qui prime et le produit. Donc, dans une vision pragmatiste de l'action, on n'est pas tellement dans telle décision aurait dû être prise à tel moment par telle personne qui avait tel pouvoir, ce qui serait la première analyse qu'on pourrait faire. C'est plus genre, comment le pouvoir s'est réellement mis en place et pourquoi? Et donc là, il s'est réellement mis en place dans le sens, fallait bien que quelqu'un prenne la décision. Donc c'est tombé sur le producteur, mais tout le monde comprend pourquoi il l'a fait, donc personne n'est vraiment fâché. Et en fait, la collaboration harmonieuse que je vois dans cette team-là, ça vient du fait de reconnaître que le pouvoir, c'est pas détenu par quelqu'un de façon fixe, mais que ça circule. Puis j'ai aussi beaucoup de respect pour le directeur technique. Parce que le directeur technique, il est quand même parti, il est revenu, on avait fait ce qu'il n'avait pas dit de faire. Et d'un certain côté, il était comme, mais lui aussi, il comprenait. Puis en plus, il n'était pas là. Puis d'une certaine façon, il dit, pendant que je suis pas là, en gros, mon pouvoir a été remis à quelqu'un d'autre. Ce quelqu'un d'autre a fait du mieux qu'il a pu. Ce quelqu'un d'autre n'est pas directeur technique. Donc, il y a cette idée aussi que la circulation du pouvoir est beaucoup plus admise que peut-être dans d'autres entreprises. Un autre point, c'est que ça ne signifie pas que les gens doivent se battre pour avoir le pouvoir. Quand je dis qu'ils circulent, là, c'est pas ça que je veux dire. Mais plutôt qu'en fait, chaque moment est négocié. Donc, la force de la collaboration, c'est la capacité de l'équipe à accepter de laisser circuler le pouvoir et à négocier. Comment exactement c'est mis en place, ça, je ne suis pas sûre. Mais c'est ça que je peux constater dans cette entreprise. Et donc, au final, c'était fantastique parce que le brouillard sera fait selon une autre technique par les artistes parce que la directrice artistique a une meilleure idée. Et encore une fois, le directeur technique a dit oui. Il ne s'est pas dit genre non, je veux que ça soit mon idée de direction technique, etc. Il a dit oui, si c'est beau et que ça marche, dans le jeu, ça donne ce que je veux, on y va. Donc, c'était pas mal ça. Merci, Laureline. Donc, bien sûr, on a du temps pour des questions, Sébastien. Merci beaucoup, Laureline. Je te le dis en privé, puis ça ne me dérange pas de vous devant tout le monde. Je suis tout le temps fan de ce que tu fais, parce que je fais ça, c'est utile. C'est utile pour moi. Et tu aurais pu dire que voici ce que j'ai vu chez les étudiants, que je t'aurais fait pareil. Pascal pourra peut-être témoigner. C'est des discussions comme ça. On en voit chez nous aussi. Je pense que c'est utile peut-être de se faire dire des points de vue des étudiants. Donc, parce que eux autres, ils ont le mythe qu'une fois, là, j'étais à l'école, j'étais avec des niaiseux, même que je sois dans l'industrie, là, ça va tellement mieux. Je pense que c'est les habitudes. Ouais, exact. On les habitudes déjà à voir qu'il y a comme des relations de pouvoir, et le monde, ils ne savent pas exactement ce qu'ils font. Puis je pense que si on peut, ça va finir probablement par des textes. La question, c'est qu'est-ce que tu penses qui va sortir de la recherche? Qu'est-ce que je vais pouvoir utiliser aujourd'hui? Je vais te donner quand l'étude va être finie. Alors ça, c'est une vraie question. Puis là, je peux le poser à tout le monde. C'est que moi, je voyais ça comme justement dire voilà ce qu'on pense qu'est le pouvoir, voilà qu'on pense comment ça se passe. Donc, si j'écris un article, j'écrirais en théorie, là où tout se passe bien, le directeur technique aurait probablement dû engueuler le producteur, qui aurait dû faire genre pardon, j'ai donné le pouvoir à la mauvaise personne. L'artiste technique devrait, je sais pas, être comme j'ai mal évalué combien de temps ça me prenait, je suis nul au secours, voilà. Mais c'est pas ça qui se fait parce que si vous faites ça, il y aura jamais de jeu. Donc le point, c'est en fait, c'est un peu idiot, mais jusqu'à maintenant, il y a une sorte de bienveillance qui se dégage. Puis je sais pas comment faire pour que cette espèce de valeur un peu générale et qui un peu galvaudée aussi, on s'entend, devienne quelque chose qu'on met dans le processus de création de jeu plus. Mais tu vois, là, c'est pas encore bien articulé mon affaire. Donc, il manque un truc là. Je me pose la question un peu pour rebondir. En fait, ce que tu disais en théorie, le directeur technique aurait dû faire ci, ça. Est-ce qu'il y a une dimension aussi qui s'ajoute, peut-être pas en lien avec le pouvoir, mais plus de recherche et développement avant? Parce que là, ils ont décidé, OK, on fait la brume, on va tester ça, voir si ça ne fonctionne pas. Est-ce qu'ils auraient dû faire un peu plus de recherche pour voir quels outils sont à leur disposition, s'ils connaissent bien les outils? Ou avec la production, c'est trop on the spot? Ouais, je dirais que dans un monde idéal, en fait, ce que je pense qu'était, c'est qu'en 9 semaines, les 3 premières semaines, ils auraient trouvé l'outil, les 3 semaines suivantes, ils l'amélioraient, et les 3 semaines finales, ils faisaient de la brume et tout le monde était heureux. C'était ça l'idée de base, qui est très bonne, encore une fois, qui est de la bonne organisation.
Mais ça se passe jamais comme ça. Donc ça, c'est l'autre point d'arrêter de croire que, mais ça c'est genre ma thèse de doctorat que je ressasse tout le temps, que tu vas atteindre tes objectifs. Les objectifs sont juste à long terme. À court terme, tu vas tout le temps renégocier tes objectifs. La capacité d'une organisation à renégocier ses objectifs est plus importante que la capacité à les atteindre. Et c'est ça, la réflexivité, etc. Donc je mets toujours une petite couche de ça. Ça marche quasiment avec tout le temps. Mais oui, ce que je me demandais, c'est est-ce que sur le pouvoir, il y aurait d'autres cas théoriques qui marcheraient mieux? Est-ce que vous verriez des choses? Sinon, un autre truc que je me demandais aussi, comme je vois que tout le monde me regarde avec des grands yeux, au niveau de l'acteur network ou des choses comme ça, je me demande, est-ce que je devrais aller faire cette présentation à HEC pour voir ce qu'ils me disent? Voilà. J'avais pas dit sur le pouvoir, c'est pas un cadre en tant que tel, mais je suis tombé sur un philosophe chinois antique dans le cours de mon roaming à l'UQAM de cette année. J'étais à la Bibliothèque nationale, puis le livre était sur la table, en tout cas. Puis il était question de pouvoir. Puis il y avait un chapitre en particulier qui m'a beaucoup intéressé que c'était arrêt, vision, langage. Et il expliquait que pour lui, le pouvoir de l'arrêt est quelque chose qui est... je vois le lien avec la bienveillance, dans le sens que tu parlais de la libre circulation du pouvoir, et la libre circulation du pouvoir commence par arrêter d'exercer son pouvoir, dans le fond. Puis, ça, c'est pas mal, ça, ouais. Il disait le non-pouvoir amène le non-pouvoir. Puis c'est comme son dit. Ouais, mais ça me fait un peu penser, je suis désolée, je fais un lien avec eux. C'est qui faudrait jamais donner le pouvoir aux gens qui ont envie de l'avoir. Là, on l'a vu ressortir dernièrement pas mal. Mais c'est l'inverse parce qu'il se plaçait du point de vue d'un conseiller, pas d'un conseiller politique, mais c'est un ancien de prof d'université. Okay. Il organisait des cercles de lecture avec des conseillers des conseillers politiques de puissants qui ne pouvaient pas parler aux puissants de toute leur réflexion sur le pouvoir parce que c'est dangereux de parler à un puissant de ses réflexions sur le pouvoir. Et donc, il le faisait dans un cadre séparé, à part, où là se passaient ces idées-là. Et donc, lui, son but, c'était d'amener des conversions qui parlent des puissants à laisser circuler leur pouvoir, en fait. Ah, ça, c'est intéressant aussi parce que j'ai un truc que je ne pourrais pas prouver, je vous le dis tout de suite. Je vous ai expliqué là mon affaire de ça passait tout par le directeur technique. Ça, moi, je l'ai expliqué au directeur technique. Et quelques semaines après, ou quelques mois, ils ont fait le changement. Je ne saurais jamais si j'ai eu un rôle ou pas là-dedans. Puis, en plus, c'est un peu touchy parce que je fais de l'observation non participante, pas de la recherche-action. Donc, techniquement, je ne suis pas censée changer l'entreprise tant que ça. N'empêche que je lui ai dit, c'est filmé, on me voit faire exactement ces gestes-là et tout. Je pourrais essayer de faire un follow-up avec lui, lui dire, est-ce que ça a eu un impact? Mais c'est un peu, on ne saura jamais vraiment là. Mais oui, il y a quelque chose là-dessus. Il y a Roxane qui a une question, puis j'ai vu... Oui, en fait, je ne sais pas, c'est pas tant une question, mais je pense que ta comparaison avec le rôle d'un arbitre ici, pour moi, est quelque chose qui explique peut-être, outre la bienveillance ça semble être une équipe quand même qui aime travailler ensemble, mais outre la bienveillance, je pense que le rôle de l'arbitre ici est bien défini, parce que tu ne blâmes pas un arbitre parce que tu as commis une faute. L'arbitre est là pour... il y a beaucoup de gens qui blâment l'arbitre parce qu'il a l'éternité. Mais si tu as fait une faute, puis que l'arbitre dit « Hey, tu as fait une faute », c'était sa job de dire que tu avais fait une faute pour le bon déroulement de la partie. Right? Et donc, je pense que c'est dans cette perspective-là, peut-être que ça fonctionne, c'est que le rôle du producteur ou peu importe la personne qui était dans le milieu, n'a pas été perçu ou présenté ou n'a pas été assis comme étant ça, c'est votre boss, puis c'est lui qui décide. C'est plus comme ça, c'est la personne qui est là pour nous aider à faire rouler la machine, puis s'assurer du bon développement. Fait à mon sens, c'est peut-être juste dans la manière dont le rôle a été recadré, que ça a fonctionné. Outre la bienveillance, outre j'aime mes collègues, whatever. L'idée de recadrer ça dans cette personne-là n'est pas là pour me donner des ordres, cette personne-là est là pour faire rouler la machine, puis c'est pas parce qu'elle prend des décisions que c'est une mauvaise personne, tu sais. Mais ça va bien. Tu sais, Sébastien, tu disais avec nos étudiants, c'est un peu un problème. Il y a un petit détail là que nous, on a pris en compte dans notre étude. On a toujours demandé, ça fait combien de temps que vous faites du jeu vidéo, par combien d'entreprises vous êtes passé. Là, c'est pas mal des gens, on va dire, seniors qui étaient sur cette équipe-là. Donc, moi, je pense aussi qu'on peut penser qu'il y a corrélation, qu'il se passe quelque chose. Tu relativises un petit peu. C'est ça. Tu as été dans 4 compagnies, puis ça se passe toujours voilà. comme ça. Peut-être que tu acceptes que c'est pas la faute du producteur
Donc, c'est vrai que la définition des rôles, puis ça, c'est très pragmatiste aussi, la définition des rôles dans l'action. Comment toi, tu te vois dans l'action et comment tu vois les autres par rapport à toi. Donc, je pense que oui, c'est une bonne piste aussi. Simon, donc il y avait une question après Francis, puis après. Oui, petite question rapide, en fait, justement, parce que vu que c'est beaucoup des enjeux de pouvoir, il y a une affaire qui est revenue quand même dans une histoire que nous a racontée, c'était des congés maladie, des personnes qui étaient pas là, qui revenaient. Parfait, toi, as-tu des observations par rapport à l'état du pouvoir quand quelqu'un est en congé? Est-ce que son pouvoir avait l'air congelé, c'est-à-dire on attend qu'il revienne, mais on ne sent pas que son pouvoir diminue, ou au contraire, est-ce qu'en son absence, il y avait vraiment une espèce de vacuum, puis les gens remplissaient le pouvoir qui était pas là? Il y a ça et il y a l'expertise. Les deux vont ensemble. En fait, c'est que ton pouvoir vient de ton expertise beaucoup dans le jeu vidéo, comme on le voit avec le directeur technique. Donc, oui, les gens remplissaient le vacuum, mais parce qu'ils n'ont pas le choix, parce que le jeu continue d'avancer. Sauf que tout le monde est conscient que tu n'as pas l'expertise de la personne qui est partie. C'est ça. Comment est-ce qu'il se plaçait par rapport à ça, justement? Il devait step up, généralement. Et donc, c'est intéressant parce que ça fait aussi d'autres dynamiques, dans le sens, des gens ont pris du pouvoir qu'ils n'auraient clairement pas eu si la personne n'était pas partie. Plusieurs fois, pour la directrice artistique aussi, sur un autre cas, on l'a vu, il y a eu un autre directeur artistique, puis maintenant il y en a encore une autre parce qu'ils sont obligés de partir. Ça, c'est quelque chose où j'aurais bien aimé avoir plusieurs cas où les gens partent pour pouvoir faire des meilleures comparaisons. Donc là, ils partent parce que, encore une fois, ils ont des bonnes conditions de travail, donc ils peuvent prendre des congés. Mais l'entreprise où j'étais avant, c'était pas vraiment une option. Donc, en fait, j'ai pas vu ça. Donc, j'ai pas tellement de conclusions là-dessus. Mais je suis d'accord, mais je pense que c'est ça. Tu as un truc genre pouvoir expertise qui mériterait aussi d'être creusé. Francis. Oui, merci. Je me demandais parce que avec tout ça, dans le fond, c'est que tout le monde se fait confiance. Oui. C'est pas juste une question d'expertise. Si tu ne fais pas confiance à l'autre, je pense aussi avec ce que Alexandre disait aux enjeux, comme c'est quoi le type de jeu, c'est quoi l'idée, les deux ne sont pas exactement la même chose. Ça, c'est un bon point, puis c'est revenu. La confiance et la transparence dans les valeurs qu'ils avaient. Ils se font confiance parce qu'ils sont transparents. Donc, je ne sais pas exactement comment définir la confiance, je n'ai pas trop de théorie spécifique de la confiance là, mais ce qui est ressorti vraiment plusieurs fois, c'est cette idée de transparence. Donc, si tu comprends pourquoi les gens prennent les décisions, forcément, tu les suis mieux. Et là, c'est un peu comme ce que tu disais, genre, ils savent combien ils sont payés, ils savent combien ils ont de bonus, ils savent comment ça fonctionne, etc. Donc, ça va tout être un peu lié. Vous êtes en train de me faire réaliser qu'il faut que j'écrive un chapitre hyper long où j'explique 3000 trucs. Mais c'est un bon point, la confiance. Ouais, ou un livre. Oui, merci beaucoup. Le choix de tes verbatims que tu as sélectionné, je réalisais après un certain recul qui était très orienté justement sur la tâche. Une orientation d'analyse que peut-être qui manquerait peut-être pour le HEC, c'est l'analyse des relations interpersonnelles, donc des moments qui témoignent un peu plus du rapport un à l'autre. Je pense que ça pourrait enrichir grandement notre compréhension des mécaniques interpersonnelles dans l'équipe. Des bienveillances, quel cadre théorique pourrait davantage démontrer cette bienveillance-là? Moi, je ne l'ai pas vu, je l'ai vraiment vu orienté sur la tâche. Et donc, cette bienveillance est orientée sur le bon déroulement de la tâche, mais entre les individus, je serais vraiment curieuse au sein de l'équipe comment ça s'est déroulé. Tu as peut-être été témoin ou remarqué des choses au sein de tes entreprises? En fait, là, en particulier dans ce cas, la blague qu'on faisait, c'est ils sont gentils. Oui, mais ça, c'est pas une analyse. Mais c'est quand même une culture d'entreprise. Je pense que au HEC, par exemple, moi, j'ai regardé un peu, j'ai parlé avec des gens qui font la culture d'entreprise, c'est les valeurs, etc. Ça a un gros impact sur ça. Et tu as dit un autre truc où je me suis dit, orienté sur la tâche, voir le truc avec les gens. Ah oui, si on y va un peu plus, je ne sais pas comment dire, là, je vous montre que ça marche bien et que c'est cool, mais on peut aussi faire une analyse beaucoup plus négative qui est comme, mais finalement, ces gens ne collaborent pas, dans le sens où ils sont tous gentils, ils font tous leur truc et ils évitent toute interpénétration, dans le sens, tout le monde va faire son truc, ça marche pas, je vais reculer pour pas aller à la confrontation. Ouais. Et du coup, j'ai observé assez peu de moments, et ça, c'est le cas dans tous les cas, dans les trois, où les gens vraiment vont dire comme, si je fais vraiment ça, etc. On en a assez peu. Donc, on a une autre façon de présenter aussi cette étude qui est comme,
les gens ne collaborent pas. C'est juste au niveau interpersonnel, ils collaborent uniquement à ce niveau-là. C'est-à-dire que la collaboration, c'est vérifier que personne ne soit fâché. Donc, ça fait avancer le produit. Mais on pourrait... Enfin, moi, je m'attendais à voir des gens qui s'engueulent plus, mais qui collaborent plus au niveau de, justement, des tâches ou au niveau de qu'est-ce qui se fait concrètement. Et là, il y a une couche par-dessus qui s'est ajoutée, que moi, je n'avais pas non plus dans mon cadre théorique, c'est français versus québécois. Versus anglophone. Parce qu'on a tout ça dans nos cas. On a des Français de France, des Québécois, des anglophones, et au niveau interpersonnel, c'est net. Sauf que ça, moi, c'est pas ce que j'étais partie regarder. Donc, je sais pas trop comment faire pour être tout à fait honnête. Je sais pas à quel point ça joue. Puis, ça fait encore mon truc, genre, ceci est un vrai cas avec des gens sociaux. Je peux tout prendre en compte, genre, même quel type de café ils boivent le matin, bah, ça fait qu'ils se parlent ou pas, genre. Donc, ça, c'est un peu un de mes problèmes. Mais en même temps, c'est pertinent spécifiquement si on parle de l'industrie du jeu vidéo québécoise. Parce que ce mix-là, oui, français, québécois, anglophone, est vraiment spécifique à la manière dont on fait les choses au Québec. Pour moi, c'est très pertinent parce que, je veux dire, on s'en a déjà parlé quand on a fait l'étude avec Carl, la manière dont toi tu réagis à des choses, tu le dis toi-même, ah mais c'est très français. Puis moi, je suis là à dire, non, mais il faut essayer d'être gentil. Tout le monde. Fait, je le vois dans la manière dont nous, on a des philosophies différentes. Puis je pense que ça a un impact dans l'industrie québécoise spécifiquement. En fait, qui veut faire une étude là-dessus? Parce que moi, encore une fois, du coup, dans mes cadres théoriques, ça apparaît pas tellement. Genre, bien sûr qu'il y a comment vous définissez votre rôle, mais quelle langue vous parlez, où vous êtes passé avant, par exemple, ça aussi, c'est un gros point. En fait, en entrevue, on s'est rendu compte, est-ce que les gens sont passés par, je suis obligée de les nommer, Ubisoft ou pas Ubisoft, ça change tout. Ah oui. Parce que s'ils sont passés chez Ubisoft, et moi je connais, on va dire très bien la façon dont ils travaillent chez Ubisoft, ça fait que directement on a un cadre de référence commun qui est comme, à Ubisoft ils font comme ça. Ici, blablabla, et là ils m'expliquent. Ouais. Ceux qui ne sont pas passés chez Ubisoft, ils n'ont pas ce cadre de référence commun. Ouais. Et du coup, ça fait une entrevue ou une explication complètement différente. Donc le poids que les méthodes de travail mises par Ubisoft sont, le poids que Ubisoft a dans l'industrie à Montréal est aussi super, super important. Et tout le monde est passé chez Ubisoft quasiment. Ok, merci. Maxime a une question. Roxane, tu nous dis oui, nous aussi. Ouais, non, c'est bon. Maxime, vas-y. Je croyais que c'était fini. Non. Ah, t'as pas de question? Non, c'est pas non, ça va. Ok, je vais donner le dernier après ça. Juste ce commentaire-là, justement, les interactions un peu interpersonnelles, dépendamment des cultures, ça me fait tout le temps penser que je pense que le monde va comme un broken record à chaque fois, mais aussi les intersections de ces identités-là qui sont souvent vraiment floues. Tu sais, justement, comme je suis un peu entre les deux en tant que franco, fait que québécois, en fait. Fait que ça fait des choses différentes aussi. Je serais vraiment curieux de voir aussi comment ça se crée, surtout qu'il y a probablement une culture, justement, un peu qui s'installe aussi en même temps, parce qu'il faut que le monde puisse parler, parce que sinon, ça serait impossible de faire. Donc, bon, juste comme c'est mon identité, puis je suis comme ça, puis entre humains, ça marche jamais vraiment, même à une histoire un peu. Pas une bonne personne. Oui. Mais il y a deux points qui, un peu dans le même sens qui m'ont sorti. C'est premièrement, il y a aussi quelque chose à faire sur les mimes et les chats et comment les gens interagissent. Ça, j'ai une amie qui fait ça, qui est spécialiste des cultures Internet, TikTok, mimes, etc. Et ça m'amène à un dernier point qui est comme, oui, mais moi, il ne faut pas que je sorte de ma discipline. C'est-à-dire que finalement, je suis assez mal placée pour parler de tout ce qu'on a dit. Donc, il faut que ça soit très satellitaire. Moi, ce que je peux dire, c'est je comprends comment ils font des jeux, je comprends leurs décisions. Là, je vous ai simplifié quelque chose qui, concrètement, si je vous montre comment ça a été fait, on comprend un peu rien. Donc, je pense que ma contribution, finalement, sera assez petite. Sera comme, voilà ce qui se passe. Voilà du point de vue du développeur de jeu, ce que j'ai compris. Mais finalement, tout ce qu'on a dit là, quasiment... C'est des notes de votre page. Ouais, c'est d'autres gens qui vont dire comme, mais pourquoi t'as pas fait ça? Et je vais être comme, voici mes données, si t'es sage et que tu signes, peut-être je te les donne. J'avais, par rapport au fait que Ubisoft devient une espèce de cadre de référence commun à partir duquel se construit d'autres choses, mais ça m'a juste rappelé, pour revenir à la question du langage, je vais devancer la présentation d'Iridienne de cet après-midi, mais le langage se construit dans la différence. Puis il y a vraiment cette idée-là que le cadre de référence commun, même s'il est normatif et qu'on veut s'en débarrasser,
il est pratique, il est efficace pour communiquer un code commun. Et parce qu'après la collaboration, c'est compliqué de fonctionner en laissant aller des choses, parce que quand tu laisses aller des choses sur le plan du pouvoir, on va dire, le directeur technique part en vacances, c'est clair. Parfois, ça le sera moins quand il n'y a pas de vacances, et c'est là qu'il y a des choses qui ne sont pas PK, genre qu'il peut y avoir des malentendus, j'imagine. Mais en tout cas, donc, dans le cadre théorique de recherche, je pense peut-être l'idée de construction de langage de collaboration. J'avais lu en gestion critique, j'ai lu pas mal ça cette année, il y avait un centre autogéré d'artistes qui, eux, avaient situé l'étape la plus importante dans établir leur vision, discuter entre eux, tout se ralentir, puis avoir beaucoup de réunions autour de ça, même si c'était inutile. Là, ça rejoint ce que tu disais sur les valeurs de l'entreprise, la culture d'entreprise, que c'est super important. Puis ils notaient le fait qu'on ne peut pas sous-traiter notre vision. Il y a beaucoup de compagnies qui le font, qui font appel à du consulting pour faire ce genre d'affaires-là. Eux, ils disaient, si on inclut tout le monde dans le processus dès le départ et que tout le monde a l'idée qu'ils ont contribué à la vision, quand va surgir du chaos, des frictions en cours de route, ils vont être plus prompts à faire confiance à leur interlocuteur en assumant qu'il y aura de la confiance. Je ne sais pas si ça résonne. C'est intéressant parce que j'y pensais aussi quand Valéa expliquait des choses. Et je suis désolée, je tousse comme une vieille fumeuse, je suis juste allergique à un truc. En fait, ce qui est intéressant, c'est que là, le pouvoir est très clairement détenu par le directeur créatif. Donc, tout le monde ne va pas donner son avis, c'est pas vrai. Mais ils sont d'accord avec ça. Et quand ils ont fait le changement Strike Team, il s'est assis une demi-heure avec chaque personne ou petit groupe de personnes. Et ça aussi, c'est revenu dans les entrevues comme on a compris sa vision, c'est pas la nôtre, mais on a compris pourquoi il l'a fait. Et encore une fois, ça va avec l'idée de confiance, etc. Donc, on n'est pas obligé dans un idéal où le pouvoir circule dans le sens où tout le monde peut donner son avis, etc. C'est pas tellement un idéal démocratique pur, là, dans ce studio-là, en tout cas. Mais c'est ce que tu disais, il y a quand même des hiérarchies. Mais il y a le temps de l'expliquer, etc. Donc, la collaboration vient quand même beaucoup du temps passé à parler aux gens qui sont en position de pouvoir. Ce qui est peut-être quelque chose qui manque dans certaines entreprises plus grosses. Oui, je voulais réagir à ce que Loïc vient de dire parce qu'effectivement, c'est. Pardon, j'ai comme. Oui, c'est correct. C'est vrai, la dernière intervention. Mais effectivement, la discussion qui est établie, entre autres, par le directeur créatif, que nous, dans notre équipe, par exemple, on considère. J'aimerais vraiment ça que tu viennes chez nous, que tu me dises comment ça se passe. Mais qui est finalement le gardien, en fait, de c'est quoi le cœur du projet, puis c'est quoi la direction dans laquelle on va. On a aussi un directeur créatif, mais il n'est pas on top. Parce qu'en fait, on est donc moins nombreux que cette équipe-là, parce qu'on est 6, et on est tous directeurs de quelque chose. Puis il y a du monde qui est comme, c'est un petit peu comme des médailles de Corée du Nord, là. Ça vaut pas grand-chose. Non, c'est pas vrai. C'est la direction, c'est pour avoir effectivement quelqu'un qui tranche dans sa spécialisation. Mais par contre, comme on est 6, on porte tous plusieurs chapeaux. Donc nous, on a besoin d'avoir des dynamiques de pouvoir, entre guillemets, très spécifiques d'un point de vue décisionnel. Mais c'est tout du travail qui est fait ensemble à partir des discussions qu'on a eues sur la direction créative du projet, où tout le monde sait dans quelle direction on s'en va, fait que tout le monde comprend comment est-ce qu'il doit opérer. Par contre, si on a quelqu'un qui est absent, par exemple la directrice artistique, elle n'est pas là parce qu'elle est en vacances ou quoi que ce soit, comme on a fait de la planification de projet avant ça, qu'on savait dans quelle direction on s'en allait, qu'on sait quelles sont les tâches, c'est mis sur pause. Parce qu'elle n'est pas là, c'est à elle de décider, puis on respecte ça. Mais parfois, on jase, puis on est comme, hey, il y a telle affaire qui est problématique, on fait quoi? Ah, c'est à Madeleine de décider. Puis on respecte ça parce qu'on sait que c'est à Madeleine qu'on a donné justement ce pouvoir décisionnel-là. Puis ça ne veut pas dire qu'elle va avoir raison, c'est aussi quelque chose qu'on peut confronter si on n'est pas tout à fait d'accord avec la direction, c'est juste qu'on la juge comme à même finalement de juger si, quelle décision il faut prendre à ce niveau-là, puis on respecte cet espace-là. Par contre, le fait qu'on porte tous plusieurs chapeaux, ça fait qu'il y a des discussions dans lesquelles on peut être plusieurs à débattre de certaines affaires, mais on a tenu très tôt dans le setting finalement de notre studio à dire hey, quand il y a une décision à prendre, on est 6, on n'est pas 6 à discuter. On va aller prendre les directeurs de champs très spécifiques, ils vont jaser entre eux. Si vous n'avez rien à faire avec vos oreilles, que vous voulez vous player dans la partition puis écouter, il n'y a pas de souci. Par contre, vous vous taisez, parce que ce n'est pas vous que ça concerne sur la prise de décision à ce niveau-là. Puis après, si effectivement c'est problématique, ça ne va pas dans la bonne direction, peut-être qu'à ce moment-là, il y a quelqu'un qui va raise a flag et dire hey, il faudrait peut-être revoir ça. Mais en général, on respecte justement les responsabilités de chacun. C'est pas tant un know your place que
comprend la place des autres, puis leur responsabilité au sein du projet. Fait que c'est comme plus strict, et on s'engueule plus aussi, mais c'est important de l'avoir. Puis ça nous fait vraiment différent. Ouais, c'est ça, votre modèle est un peu différent, mais c'est drôle parce que tu as dit que vous étiez mis d'accord sur la vision. Moi, j'ai demandé à tous les gens, une des premières questions, c'est quoi les piliers du projet? Oh, wow! Ouais. Vous avez des réponses différentes? Wow! OK! Wow! C'est difficile de faire un projet. Mais pas très différentes. Mais souvent, il y avait des petites différences. Donc, globalement, ils allaient tous, on va dire, dans la bonne direction. Mais ce qui est intéressant, c'est que souvent, c'était comme ah, c'est ça qui est le plus important. Ensuite, c'est ça. Puis c'est par 3 piliers. Là, c'est le truc du bi. Premier pilier, tout le monde là. Deuxième pilier. En fait, les gens en ont un différent. Puis le troisième pilier, ils l'ont tous oublié. Puisque intéressant, tout le monde n'a pas le même premier pilier. Et pourtant, je les ai vus passer du temps à partager leur vision. Puis moi, dans le jeu que je fais, je passe mon temps à lire mon pitch, à expliquer ma vision à des étudiants. Puis je suis sûre que si tu leur demandes, ils vont faire pareil. Donc ça, c'est un test intéressant à faire, mais tu peux pas le faire toi. Mais moi, je peux venir chez toi et le faire. Je peux te spoiler tout de suite. On fait notre gestion de projet sur Notion. La première page, quand tu ouvres, c'est les piliers. Du studio et du projet. Ouais, ben là, c'est ça. Ils ont un Fibery aussi, qui est un équivalent de Notion. Moi, j'ai un Notion. Moi, j'ai trouvé les piliers. Moi, je suis allée les voir dans leur Fibery. J'ai ouvert, puis j'étais comme, les piliers sont là. Moi, je les sais quand je pose la question. Je suis comme, oui, je les sais pas vraiment, mais maintenant, je les sais à force. Non, donc ça aussi, c'est un truc super intéressant. Mais ça tombe plus dans mon domaine, dans le sens, c'est quoi le processus pour les donner? Qu'est-ce qui fait que les gens les comprennent pas? Pourquoi? Et quelque part, est-ce que c'est pas bien que les gens se les approprient d'un certain côté? Est-ce que, encore une fois, dans la circulation du pouvoir, moi aussi, j'avais tendance à être comme, comment ça se fait que tous mes étudiants, ils ont toujours pas compris que je fais un jeu sur le clitoris, c'est ça, ça, ça. Ça me semble que c'est évident. Non, en fait, chacun entend et se l'approprie, etc. Donc, maintenant, ouais, c'est ça. Il y a, dans l'approche pragmatiste, un côté un peu plus souple qui est comme, il faut que les gens y vivent quand même. Oui. Puis, dans ta présentation, je regardais ça, puis j'étais comme, ah, c'est vrai qu'on a un peu tendance à gueuler dans de temps en temps. Mais ça, c'est intéressant, ça. Là, ouais, peut-être que... Parce que pour moi, s'engueuler aussi, c'est un peu une preuve de collaboration. Oui. C'est une preuve de personnalité forte. Ouais, mais en même temps, quand tu es dans un studio et que tu fondes un studio, je pense qu'il faut qu'on finisse. On va s'arrêter là, mais merci beaucoup.